côté, on a un invité. On peut appeler comme ça, un invité. Donc, on a fait Bouza, nous sommes venus ici pour se battre, non pas pour nous-mêmes, pour la famille, pour tout un village, parfois pour toute une préfecture, je peux dire. Et il y a des gens qu'on ne connaît pas qui comptent sur nous. Donc, si on est venu se battre, la réalité, c'est tout à fait autre chose. Lorsqu'on a débattu ici, lorsque nous sommes venus ici, mais ce n'est pas notre culture, ni notre climat, ni notre environnement. On essaie de s'adapter. Avec ça, une procédure dont on ignorait. Beaucoup même. Ouais. Avec des règles. Nous venons d'un État où on ne connaît même. On pense qu'un avocat, c'est celui qui a des problèmes. Oui, par contre, nous débarquons ici et que c'est tout à fait autre chose. Ouais. Donc, si la procédure finit trop rapidement et que ton pays coopère encore pour que tu sois renvoyé, les institutions de ton pays, ça, c'est... On croit que c'est ceux-là qui peuvent nous protéger. Mais bon, l'État fonctionne autrement. Bon, quand vous dites que l'État fonctionne autrement... Si je dis l'État fonctionne autrement, il faut comprendre que entre les pays, il y a toujours des coopérations. C'est pourquoi je dis que ça fonctionne autrement. Je ne pense pas que l'État le fait juste pour faire renvoyer les gens, mais il y a des lois à respecter, il y a des accords à respecter. Donc, une fois l'État a signé ces accords, il est obligé de respecter ça. Ça, c'est des lois internationales. Avant de signer, vous pouvez réfléchir. Pour le cas des Guinéens, pour ne pas, si je ne monopolise pas, hein, non, pas du tout. Donc, de s'ils ont des questions ou des interrogations, ils sont libres de vous donc, interrompre. pour le cas de la Guinée, de la République de Guinée, tu sais, l'accord de rapatriement a été, ils ont négocié en 2018, rentré en vigueur en 2019, pour 5 ans. Jusqu'en 2024, l'accord était là. On rapatrie rarement des Guinéens. Bien sûr. Maintenant, en 2024, la Guinée n'a ni demandé de renouveler, ni d'annuler. Le côté allemand, ils n'ont pas dit de renouveler, ni annuler. Et l'accord était là. Qu'est-ce qui se passe? Ça se prolonge automatiquement. Pour 5 ans encore, jusqu'en 2029. Et là, maintenant, 2026, il y a des élections en Allemagne.
Donc, le parti au pouvoir profite. Monsieur Diaby, vous voulez donc dire ici que cet accord n'a pas été au fait renouvelé par signature. Par signature, c'est automatisé. Ça c'est automatiquement. Ça c'est automatisé. Renouvelé. Donc c'est-à-dire que parce que bien avant j'avais entendu d'autres Guinéens qui avaient disons directement accusé le ministre des Affaires étrangères en disant qu'il avait encore signé de nouveau pour prolonger ce contrat. Pour le cas de l'Allemagne, quand le contrat, ça devrait finir en 2024. Exactement. Le côté guinéen n'a ni demandé l'arrêt, ni demandé de prolonger. Okay. Le côté allemand encore. Donc, du fait, l'accord c'est de 5 ans, ça s'est automatiquement prolongé jusqu'en 2029. Okay. C'est ce qui s'est passé ici. Et depuis que l'accord s'est prolongé, le côté allemand a passé à la vitesse supérieure. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes auprès des Guinéens établis ici en Allemagne qui ne savent quoi faire. D'autres même cherchent à se retourner vers la France, l'Italie, l'Espagne. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Quelles sont les solutions que nous pouvons entamer en tant que jeunes Guinéens ici en Allemagne pour éviter ce genre de rapatriement? Le souci est que beaucoup d'entre nous, une fois ici, on oublie l'objectif. C'est des États, ils nous ont donné beaucoup, je peux dire tout. Ouais. Tu viens, on ne te connaît même pas. On n'a même pas ton identité. On te donne une maison. C'est-à-dire quand même, on t'accompte, on peut dire ainsi. Ouais. On te donne quoi manger, matin, midi, soir. On te dit, va à l'école gratuitement. Ouais. C'est pour que tu apprends notre culture, notre manière de vivre, et tu t'intègres. Et tu comprends. Ouais. Mais avec tout cela, les systèmes d'asile, ça devient de plus en plus trop rigoureux. Mais avec tout cela, certains n'acceptent pas de s'intégrer. L'Allemagne, côté... Mais quand vous parlez d'intégration, il y a d'autres qui ont été rapatriés, ils étaient en train de faire des formations. Ça, non, je ne suis pas d'accord. Bien sûr. Non, je ne suis pas d'accord. Voilà, contrat de formation, quelqu'un qui a signé un contrat officiellement en Allemagne, et on l'a pris, il est rentré. Si tu peux le contacter ici. Il y a des gens qui disent que je suis en formation, mais le contrat n'a jamais été autorisé, guinémique, par le Ausländer Board. Voilà, donc c'est ce qui arrive. Monsieur Cissé, vous vous rappelez, vous rappelez la dernière fois, je vous ai dit que ce sont des trucs compliqués. Les gens, souvent, ils ne disent pas la vérité. Donc, c'est ce qui se passe. Merci. Donc, ils vont dire quelque chose juste parce que, voilà, ils sont actuellement victimes. Mais la réalité, c'est autre chose. C'est pourquoi l'autre fois, quand vous avez dit, j'ai dit, OK, je suis peut-être d'accord, mais je sais que quand on suit les normes, la loi ici, vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Je ne sais pas dans d'autres pays, mais en Allemagne, ce n'est pas possible. Donc, ces gens-là, il faudrait vraiment qu'ils soient sincères avec ce qu'ils disent, parce que sinon, on ne peut pas les aider, monsieur Cissé. C'est ça le problème. Pas du tout. Voilà. De l'autre côté, monsieur Doumbouya, on veut réellement savoir, vous qui êtes jeune ici, vous êtes aussi presque dans les mêmes... On a presque les mêmes procédures, suivi les mêmes procédures ici. Et est-ce que vous pouvez cautionner, voir qu'on rapatrie les jeunes Guinéens du côté de l'Allemagne? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur là-dessus? Bon, je pense que, premièrement, d'abord, je suis encore une fois abasourdi par cette nouvelle. Je pense que c'est aberrant de voir des jeunes qui ont quitté l'Afrique avec une illusion de réussite en tête. Donc, et puis voir cette illusion se transformer d'un seul coup en désillusion, c'est quand même vraiment aberrant de constater cela. Mais comme l'a si bien dit mon prédécesseur tout à l'heure, je pense que l'État allemand ne peut en aucun cas favoriser le prolongement d'un contrat, par exemple de rapatriement, sans cause aussi. Il ne faut pas oublier les causes. Il se peut qu'il y ait des causes, même sans le consentement de l'État guinéen, qui ont poussé peut-être les autorités allemandes à aller vers cela. Les causes peuvent être peut-être aussi le comportement vis-à-vis de beaucoup de jeunes désastreux, le comportement désastreux de beaucoup de jeunes ici aujourd'hui en Allemagne, parce que force est de reconnaître que tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir aussi. On a des jeunes aujourd'hui qui ont un comportement désastreux. Mais quand vous parlez de comportement, je pense bien que les Maghrébiens sont tellement nombreux ici. Oui, mais ils sont plus, le même, agressifs que nous. Exactement. Mais il ne faudrait pas oublier que les Maghrébins sont beaucoup plus ségrégés ici que nous. Voilà, la loi est beaucoup plus stricte vis-à-vis des Maghrébins que les Guinéens.
Donc aujourd'hui, il faut se poser beaucoup de questions. Il y a plusieurs, vous savez, c'est une question à deux volets. Le premier volet peut voir peut-être 2 ou 3 hypothèses qui peuvent se poser, et le deuxième volet peut aussi également relever 2 ou 3 hypothèses. Maintenant, ces hypothèses peuvent être, par exemple, sur le plan social, où on peut voir que voilà, socialement, on a des jeunes qui ont des comportements désastreux que les Allemands n'arrivent plus à digérer ici. Par exemple, sur le plan économique, on peut voir que oui, la rentabilité de la communauté guinéenne est aujourd'hui devenue très peu. Donc l'État, il peut analyser tout cela. Vous voyez? Donc moi, je pense que c'est une question un peu plus sensible, et surtout, il faut analyser avec beaucoup d'attention pour ne pas toucher un peu aussi. Mais du côté de la Guinée, quel est le rôle qui devrait jouer l'État guinéen dans ce cadre? Oui, je pense que dans ce genre de situation, l'État guinéen, à travers le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger, devrait demander des comptes quand même à l'État guinéen, parce que vous ne pouvez pas rapatrier un citoyen guinéen vivant sur le sol allemand, voilà, n'ayant causé aucun tort ou n'ayant fait aucun problème en Allemagne, le rapatrier comme ça sans pouvoir avoir de preuves quand même concrètes qui puissent justifier son rapatriement. Donc aujourd'hui, si l'État guinéen a envoyé 2 vols de suite vers Conakry, c'est que sûrement voilà, l'État allemand du moins a envoyé 2 vols de suite à Conakry, c'est que voilà, l'État allemand est aujourd'hui en mesure de répondre aux questions si jamais l'État guinéen demandait également des comptes. Donc, il serait peut-être en mesure de donner... Sûrement, l'État guinéen n'a jamais demandé des comptes. Voilà, et c'est ça aussi, parce que l'État devrait mettre la pression, voilà, pour ne pas que ce genre de choses arrive aux Guinéens dans le futur. En tout cas, quand même une fois, voilà, j'envoie une grosse force à tous nos frères qui ont été rapatriés et leur dire aussi que l'espoir n'est pas perdu et même en Guinée, ils peuvent réussir. Donc, de ne pas aujourd'hui se laisser surtout abattre par cette mauvaise nouvelle. Et puis, une fois qu'on a crié, ils doivent maintenant redoubler d'efforts et travailler plus. Travailler plus. Où travailler? Oui, travailler en Guinée, travailler sur leur réintégration au sein de la société guinéenne. Oui, même... Il ne faudrait pas oublier qu'ils sont quand même chez eux. Voilà, ils sont chez eux. Je suis d'accord, mon frère. Oui, je suis parfaitement d'accord. Et d'un point de vue, ça dit qu'il vient, il ne doit pas se laisser abattre. Je suis parfaitement d'accord. Exactement. Et on vit avec l'espoir. Oui. Mais c'est quand il y a le boulot, on parle de travail. Exactement. Hein? Oui. Combien de jeunes aujourd'hui en Guinée qui ont fini l'université, qui font de télécentre, qui font de taxi-moto, hein? Parce qu'il n'y a pas de boulot. Mais vous êtes d'accord avec moi que tout le monde ne peut pas être fonctionnaire? Jamais. Voilà, les jeunes doivent aujourd'hui se spécialiser. Les jeunes doivent se spécialiser. Oui, non. Parce que plus souvent en Guinée, quand on parle de travail, plus souvent quand on parle de travail en Guinée en tant que jeune diplômé, beaucoup pensent automatiquement à la fonction publique. On ne peut pas tous être fonctionnaire. Vous voyez un peu? Ou que c'est l'État qui devrait assurer cela. Je suis d'une part au fait d'accord avec M. Well, parce que je pense que je pense que au fait les Guinéens souvent ils veulent repousser toute cette responsabilité à l'État seulement, alors qu'on devait s'encourager pour créer des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs guinéens. Mais si l'État elle-même ne parvient pas à accepter l'entrepreneuriat guinéen, on a vu tout récemment qu'ils ont fermé les radios et les télévisions. Non, ça c'est pas Combien forcément... de jeunes ces radios et télévisions étaient en train de... Un second exemple. Je disais cela comme un conseil qu'on devait se donner pour pouvoir aussi de notre part supporter nos frères qui vont peut-être se retourner d'une part. C'est pas pour décrédibiliser l'État ou donner la réponse. C'est pour que nous aussi, nous puissions aussi faire quelque chose. C'est vrai que peut-être l'entrepreneuriat, oui, ça ne peut pas fonctionner comme ça directement. Il faut des essais, il faut du courage. Mais nous savons aussi très bien, nous les Guinéens qui sommes ici, c'est rare des Guinéens que tu vas interroger aujourd'hui qui va te dire qu'il est motivé pour partir investir en Guinée. Alors que nous pouvons tous, la plupart. Généralement, cela encore dépend du climat politique. Exactement, le climat politique qui est là, mais je pense que... Exactement. Moi, je voudrais un peu éclaircir surtout la lanterne sur une incompréhension que j'ai constatée ici. Quand on veut accuser ou faire porter ce fardeau à l'État, je pense que c'est une grosse erreur à éviter. Personne n'a accusé l'État ici. Oui, non, voilà, vous me permettez. Parce qu'aujourd'hui, si on devrait aujourd'hui accuser l'État, on devrait plutôt interpeller l'État, exhorter l'État
à proposer surtout ce qu'on appelle ici des solutions pour la réintégration de ces jeunes au sein de la société guinéenne. Mais moi, je suis convaincu Nous, notre question, ce n'est même pas de parler de réintégration de ces jeunes. On parle du rapatriement. On parle du rapatriement. Non, on parle du rapatriement. Je suis d'accord avec vous. Moi, je pense qu'on en a fini avec ça parce que ces jeunes sont maintenant rapatriés en Guinée. Mais ça continue. Oui, ça continue. Monsieur Bell, qui sont en prison. Monsieur Diaby, par exemple, est-ce que ceux qui sont en train d'être rapatriés, est-ce que c'est vraiment, il y a des raisons fondées au niveau de l'État ici pour les faire rapatrier? Ok. La loi de l'asile en Allemagne dit quoi? Quand ton asile finit en Allemagne, tu dois clarifier ton identité. Si tu clarifies ton identité, quiconque reçoit un négatif définitif, soit généralement c'est au niveau de la justice, on te donne un temps pour quitter l'Allemagne. C'est ce que la loi dit. On t'a reçu, on ne te connaît pas, même, ou bien on t'a connu, on a eu ton identité. Tant que tu es dans la procédure d'asile, tu es protégé. Mais quand ton asile finit, tu dois rentrer dans ton pays. C'est ce que la loi dit. Il y a des recours possibles, non, à travers des avocats. C'est après les recours dont on parle là. Les recours, tu as passé par tous les recours, c'est fini complètement. Il n'y a plus de moyens. Il n'y a plus de moyens. Maintenant, l'Allemagne fait partie de l'un des pays de l'Union européenne qui donne aux gens ce qu'on appelle Bleibmöglichkeit. C'est-à-dire les possibilités de rester outside des asiles. En dehors de l'asile, l'Allemagne fait partie de pays. Quand ton asile finit ici, il y a des possibilités que tu restes. C'est ce qui manque à beaucoup de nos frères. Comme par exemple, comme la formation professionnelle qu'on appelle Ausbildung. Comme ce qu'on appelle ici Einstiegsqualifizierung. C'est-à-dire, tu n'as pas un bon niveau de langue, tu ne peux pas avoir des sociétés qui te prennent en tant que formation, mais ils peuvent te donner un contrat de 6 mois ou bien de 1 an pour te préparer, améliorer ton niveau de langue, comprendre un métier pour que l'année prochaine, tu commences la formation. Pendant ce temps encore, tu es protégé. Il y a une commission qu'on appelle ici, commission de difficultés, Härtefall Commission. Elles sont au nombre de 16 pour les 16 länder en Allemagne. Quiconque a une bonne intégration, si je dis bon, même si c'est certificat A2, un simple contrat de travail, et tu n'as pas de problème, avec un simple Leben in Deutschland, un Bürgerungentest, si tous les recours sont finis, il y a une possibilité de demander au niveau de la commission de difficultés de réévaluer ton cas. Mais beaucoup font 5 ans, 6 ans ici, ils n'ont même pas un. Voilà. Comment tu peux déposer cette demande? Ils sont au courant exactement de ces informations. Moi, c'est mon boulot. Mais bien sûr, c'est mon boulot à votre niveau. Est-ce que vous passez ces informations-là? Oui, je sais qu'il le fait. Depuis 2000, j'ai commencé à faire des vidéos, si j'ai bonne mémoire, 2020. Jusque-là, je ne fais que répéter. C'est juste une répétition. C'est pourquoi quand je suis assis, je ne prends rien. Parce que ce n'est qu'une répétition. C'est quand une nouvelle loi vient, on explique ça. Mais généralement, vous savez, tout ce qui est gratuit pour nous, les Africains, on ne croit pas. On croit pas. Et je voulais même vous demander, quelle est au fait, je veux dire, la consultation, au fait, quelle est la fréquentation que vous recevez des Guinéens? Est-ce que vous recevez vraiment assez de fréquentation pour que vous puissiez être, au fait, sûr que vous donnez des informations à des personnes qu'il faut? Ou s'il faut, même si vos informations sont bien reçues. Avant, je ne faisais que des vidéos. Simplement vidéo. Mais au fil du temps, j'ai vu l'interaction directe est plus importante que les vidéos. Ok, j'ai commencé à faire de live. Actuellement, je fais rarement de vidéos. Je fais plus de live que de vidéos. Pourquoi? Parce que là, tu peux venir, mes lives sont complètement gratuits. Je ne demande même pas les fleurs. Ce n'est pas obligatoire. Mais les cadeaux, ce n'est jamais exigé. Il y a des lives privés payants. Je n'ai jamais fait. Parce que pour moi, actuellement, avec les bêtes saltes cartes, les gens ont des difficultés. Donc, live gratuit. Ceux dont même tu dois aider sont des personnes qui n'ont même pas de carte. Maintenant, quand tu viens pendant le live, quand tu montes, tu es le roi ou bien la reine. On peut rester pendant 5 minutes, 10 minutes. Tu peux poser toutes tes questions. Si je suis incapable de répondre, je dis toujours, le canal est fait pour tout le monde. C'est fait par nous et pour nous. Quelqu'un d'autre n'a qu'à venir répondre. Parce que j'ai engagé le canal, mais je ne suis pas le mieux informé. On va essayer de te donner tes réponses là-bas. Mais généralement, je n'ai pas une tête allemande. Donc, les gens, comme c'est gratuit, oui, les gens ne considèrent pas me seconder. En fin de compte, beaucoup, ceux qui viennent de rentrer le deux derniers vols, j'ai des connaissances directes. Ah bon? J'ai des connaissances directes. À qui je disais, faites ça. Faites ça. Ça va évoluer. Aujourd'hui, ça va. Sincèrement, mais connaissance, pas sur Internet, connaissance dans la vie réelle. Auquel je disais, fais ça. C'est une occasion pour rappeler, M. Cissé, la dernière fois, vous avez vu ici pourquoi j'avais argumenté ainsi, parce que j'ai eu
environ les mêmes expériences. J'ai pas fait, au fait, je ne donne pas les soutiens comme lui, par exemple. Il fait vraiment de façon professionnelle, que j'apprécie. C'est pourquoi même il est notre Guinéen modèle. Mais voilà, sincèrement, mais la plupart de ceux que, par exemple, nous recevons aussi, j'envoie d'autres vers monsieur Gabi, et il y a d'autres qui me donnent des consignes, mais quand je fais recours aux personnes qui doivent les aider et qui doivent contacter ces personnes, après, on voit que rien ne s'est passé. Donc, au fait, je pense que le problème, c'est vrai que ce qui se passe n'est pas très normal, mais je pense qu'il y a un certain problème à notre niveau. Il y a une autre part de responsabilité. Il y a une autre part de responsabilité qui est dedans. Au fait, on ne se bat pas pour ce qu'on veut. Pour rester. On ne se bat pas suffisamment pour ce qu'on veut. On veut toujours porter au fait la responsabilité à autre personne. C'est ça le souci. Surtout à l'État guinéen. Ça, c'est de la naïveté. Voilà, surtout à ne peut pas marcher. Je pense que c'est ça aussi le problème de beaucoup de jeunes. Ils sont naïfs, ils ne sont pas concentrés. Et le manque de concentration souvent conduit à l'échec. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va profiter d'ailleurs de cette émission, lancer un appel aux autres qui sont là, qui ont encore une seconde chance, de leur dire de redoubler encore plus d'efforts et d'attacher la ceinture, parce que maintenant l'heure n'est plus à la rigolade. Donc l'État allemand a pris vraiment ses précautions, donc ils sont devenus de plus en plus rigoureux, voilà, à l'égard surtout de la communauté guinéenne. Donc dire également à ces jeunes aussi qui sont dans les fléaux sociaux, voilà, d'essayer de changer de comportement, de se remettre en question. Et puis ils verront également... Monsieur Bell, pour ne pas t'interrompre, pour ne pas te prendre la parole, ce n'est pas un problème seulement à la communauté guinéenne. C'est valable pour tous les pays qui viennent demander l'asile. Vous savez, aujourd'hui, malgré l'instabilité de Syrie, on renvoie des Syriens qui ont des titres de séjour. Les Afghans, on les renvoie. On parle plus de la Guinée. Beaucoup pensent que c'est seulement la Guinée. C'est parce qu'il y a trop de personnes actives côté Guinée sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir. C'est ce que les gens pensent. Pas parce qu'il y a trop de personnes actives. Non, si je dis actives sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on en parle beaucoup. Mais les autres pays, on n'en parle pas. Seuls les Guinéens en font de ce cas une récupération politique. Merci. Il faut le souligner. Ça, je suis d'accord. Voilà, seuls les Guinéens en font de ce cas une récupération politique. C'est très important. Ça, c'est vrai. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, comme vous le saviez très bien, on a un politicien ce soir dans ce studio. C'est pourquoi tout peut aller à n'importe moment en vrille. Donc, il est là avec nous. Lui, c'est Well Doumbouya et pourquoi pas notre Guinéen modèle. Et moi, la question que je me pose, monsieur Djabi, excusez-moi, la question que je me pose, c'est le mal est déjà fait. Par exemple, un jeune qui est assis à la maison, qui reçoit ses lettres d'identification, qu'est-ce qu'il peut faire actuellement maintenant? Ok. Vous savez, moi, beaucoup me disent, pourquoi on ne te voit pas dans les manifestations? Ouais, c'est la question que je voulais te poser aussi. Ok. Beaucoup me le disent. Vous savez, moi, presque à chaque 1 an, 2 ans, où la police allemande, quand même, un Guinéen fait partie des victimes. La dernière fois, c'est à Braunschweig. J'ai fait passer des vidéos, allez, on va manifester. Mon frère, nous, on a pris des voitures, on est parti 300 km. On vient, ceux qui ont quitté à l'extérieur sont plus nombreux que les Guinéens résidents à Braunschweig. C'était humiliant. Il y avait une seule voiture de police. On peut compter au doigt. Parce que ça, c'était... Le gars est décédé. Nous vivons. C'est nous qui allons peut-être passer comme lui. Les gens ne sortaient pas. Ça a été l'une des grandes déceptions de mon côté. Deuxièmement, moi, quand je vais aller pour une manifestation pour César, je vais aller manifester au nom des Guinéens. Pas une affaire politique. On manifeste pour que les gens restent. On manifeste pour que l'accord soit annulé. Je pense que vous allez revenir sur tout ce que j'ai dit la dernière fois. Mais donc, comme j'étais seul, on n'avait pas compris. Tu comprends, non? Ça, c'est la réalité. Tu comprends? Voilà. Tu comprends? Pour les manifestations, ça ne peut pas marcher une seule personne ou bien 2 personnes. Pour que cette coopération soit annulée, il doit y avoir une manifestation de la masse populaire, de la communauté guinéenne en Allemagne, de bas au sommet. Apolitique. Apolitique. Pourquoi? Moi, je m'explique. Mais quand vous parlez d'apolitique, on n'a qu'une seule personne qui organise les manifestations ici en Allemagne. Oui. C'est la seule personne, la sœur. Oui, mais c'est toujours affilié au nom d'un parti politique. Non, au fait, bien sûr, mais ça même peut si être... elle ne le fait pas directement, mais au fait, les gens qui viennent, bon, c'est pas pour accuser quelqu'un, mais au fait, l'image que nous voyons pendant ces manifestations, ce sont des images qui sont vraiment dirigées vers la politique politicienne. Je vais te poser une question. Et nous connaissons comment la structure guinéenne est. Pendant une manifestation, il y a, dans un accord, il y a au minimum 2 partis. Et dans les manifestations, ça, c'est l'accord entre la partie guinéenne et la partie allemande.
quand on vient au manifester, pourquoi on ne dit pas abat le gouvernement allemand? Ou bien ils font partie. Abat le chancelier. Le chancelier. Ils font partie, non? Ouais. Tu comprends, non? Moi, je ne suis pas affilié à un parti politique. Mais soyons clairs, tu comprends, non? Mais si on veut que ça marche, une manifestation, plus il y a du monde, plus la police tient en compte, plus ça va venir au niveau du gouvernement. Pour que ça marche, on doit commencer aux bases. Les Guinéens, d'une manière, on peut dire, sont structurés au niveau des associations ici. Mais l'objectif des associations, c'est renvoyer les cadavres. Les associations... C'est renvoyer les cadavres, mon frère. On les voit même Ok, maintenant, pour que ça marche, on doit commencer à la base des associations. Passer une information au niveau de la base. Ça vient au niveau régional, ça vient au niveau fédéral. Nous sommes partants, ça c'est pour la communauté guinéenne, pas au nom d'une ethnie. Mais pourquoi les associations eux-mêmes ne fédèrent pas organiser une manifestation? Mais est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée de contacter? C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Personne ne peut leur... Mais qui leur contacte pour normalement faire des mamayas comme l'association par exemple de GMD par exemple. Non, mais ça c'est politique. GMD, il faut leur boulot à part. C'est un parti politique. Ils contactent ceux dont ils croient qui adhèrent à ça. Les associations, ça, là, il y a le niveau fédéral, comme on appelle le Conseil des Guinéens. Tu comprends, non? Le Conseil des Guinéens, là. Même au niveau local, C'est ça. Je vous ai dit, au fait, le Haut Conseil des Guinéens, là. On peut commencer en bas. Est-ce que pour la manifestation, le Haut Conseil guinéen, ils sont au milieu? C'est un pont entre le gouvernement et la communauté. Moi, je comprends le rôle. Leur rôle, c'est un peu plus, c'est-à-dire c'est complexe. Les gens ne comprennent pas. Mais il doit être flexible. Pour une manifestation, non, ils ne sont pas, soyons clairs. Il doit être flexible. Pourquoi je parle de flexibilité, M. Condé? Pourquoi je parle de flexibilité? Aujourd'hui, on renvoie des Guinéens. Si le Conseil des Guinéens, à travers la décentralisation, contacte les chefs des associations, les différents présidents des associations, venons, on manifeste. Pas une manifestation politique, par contre, une manifestation pour soutenir, pour que cet accord soit annulé. On ne vient pas avec des banderoles à bas Doumbouya. On ne vient pas avec des banderoles à bas le chancelier allemand. Sincèrement, soyons clairs. On vient avec des banderoles. Nous sommes contre. Stop au rapatriement. Mon frère, s'il y a une grande manifestation, ça peut donner de l'impact. Ok, je pense qu'on va mettre ça de notre... C'est mon point de vue, monsieur Djabi. Je pense qu'on peut essayer de voir comment essayer de stopper ça, comment essayer de contacter ces associations. Et bon, ça va être très difficile vu que déjà le conseil, ils ont déjà pris une partie. Donc c'est très difficile pour eux de sortir et de manifester. Mais ce n'est pas très, très compliqué pour eux. Mais je pense que ça ne serait pas impossible. C'est le mot qui va manquer. C'est une mission qu'on doit se donner au fait à partir de maintenant et essayer de passer à la première phase d'abord. Ça, c'est la phase de communication, de consultation, puis de sensibilisation des deux côtés. C'est-à-dire, on doit sensibiliser les associations à vouloir accepter ces initiatives pareilles parce que dans le passé, les associations, pourquoi elles n'adhèrent pas? C'est exactement les raisons que nous avons citées tout à l'heure. Donc, il faut d'abord les faire comprendre, ok, nous avons compris, nous ne venons plus avec ces vestes, nous allons venir avec des vestes, comment dirais-je, en tant que Guinéens, et nous allons agir en tant que Guinéens. Donc, du côté de la population, ceux qui sont victimes aussi, les sensibiliser, à les faire savoir, attention, si vous venez pour défendre votre cause, essayez de mettre la politique à côté et défendons seulement de façon ciblée et objective la cause que nous voulons défendre. Après, parce que là, ça parle d'un cas social. Et quand la cause elle est sociale, je pense qu'elle nous convoque tous. Elle nous convoque tous. Exactement. Donc, mais malheureusement, aujourd'hui, on a constaté que beaucoup de ratés sociaux en Allemagne, animés par cette fausse illusion de gain facile, se sont lancés en politique. Voilà, et ils ont même pris d'assaut la tête du directeur de campagne, vous le savez très bien, ce qui fait aujourd'hui que même si les Guinéens sont tués, malmenés ou victimes d'injustice en Allemagne, malheureusement, ça ne leur intéresse pas. Parce que c'est des gens qui sont animés déjà par cette fausse illusion de gain facile avec ce gouvernement. Je pense qu'on doit profiter ici de vos antennes, lancer un appel au gouvernement, aux autorités actuelles, de bien vouloir faire beaucoup attention à des gens qui vont avec des faux titres honorifiques à Conakry, en se lançant des éloges, en tant que représentant de Guinéens pendant ce temps qu'ils n'incarnent même pas, voilà, ne serait-ce que les 20% de cette responsabilité qu'ils s'attribuent. Vous savez que moi, je suis beaucoup plus tranchant. Et quand je suis dans le débat, je ne blague pas. Merci. Ça peut être un autre débat parce qu'on a beaucoup d'écho. On a beaucoup d'écho auprès de vos différents mouvements-là. Donc, on a appris que vous n'êtes pas du tout d'accord. Il n'y a pas de concordance dans vos faits. Mais que cela ne tient, chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission face à l'actu sur les Guinéens de l'étranger et bien sûr avec nos compatriotes.
Et comme invité, le Guinéen modèle dans ce studio, on va parler maintenant politique. Les élections présidentielles se sont très bien déroulées, on peut dire comme ça, en Guinée, avec peu de morts, chose qu'on n'est pas du tout habitué à voir. Oui. Et Guinéen modèle, qu'est-ce que ça vous inspire? À l'absence des grands leaders d'opposition, c'est normal qu'on voit ça. Non, mais d'habitude, on a toujours vu ces grands partis politiques, même s'ils ne partent pas, mais ils communiquent quand même sur là-dessus. Oui, mais cette fois-ci, il n'y a même pas eu de communication. Ils ont préféré faire du boycott par rapport au lieu de participer, au lieu de parler. Okay. Parce que pour beaucoup d'entre eux, à mon avis, parler veut dire toujours donner quelque chose. Donc, ils ont préféré se taire. Dire, OK, on ne fait rien. Peut-être même s'il y a eu des instructions, c'est des instructions inofficielles. Abandon total, on ne participe pas, on ne va pas voter. Ouais. On dit qu'on a volé, c'est quand on vote. Donc, moi, de mon point de vue, les élections, de façon globale, on a vu ça s'est bien passé par rapport au nombre de candidats qui sont partis. Et le résultat, nous ne sommes pas surpris. Parce que nous savons toujours de façon générale, en Afrique, le président sortant, s'il fait partie des élections, on connaît déjà le résultat. Ouais. Oui. Moi, j'avais tout à fait une autre idée à propos de ça. On n'avait même pas besoin d'organiser des élections. Pas du tout. De mon point de vue. Bien sûr. De mon point de vue, on n'avait même pas besoin d'organiser des élections. Okay. Des milliards qui sont partis dans le programme de campagne, c'est-à-dire dans tout le paramètre pour les élections, à mon avis, on n'avait pas besoin de ça. Ouais. On a besoin des centres de santé, des infrastructures, des machines pour l'agriculture. On devrait investir dans ça et le général reste à sa place. En Afrique, on n'a pas atteint d'abord le niveau de démocratie qu'on pense, ce qu'on veut copier. Chaque pays a son modèle de démocratie. Ouais. Démocratie chinoise. Les Chinois se développent. J'étais au Maroc tout récemment. Merci. Démocratie à la marocaine. Il progresse. Le général encore pouvait travailler, oublier les élections. Ouais. Ça, c'était mon point de vue. Moi, je voulais quand même... Non, laissez-moi finir. Non, mais j'ai juste une question. J'ai une question autour de ça. Oui. Quand vous dites qu'il pouvait rester et continuer à gouverner, même pas les élections, est-ce qu'à un certain niveau, la population elle-même ne dira pas que trop c'est trop? Mon frère, parce que mon point de vue, M. Sissi, si le président, tu travailles, la population va te laisser tranquille. Nous voyons tous Burkina. Ouais. On parle d'élection là-bas. Il n'y a pas de progrès. Ouais. Ça, c'est la réalité. Nos gouvernements, il y a ce que le gouvernement doit faire, il y a ce que la population doit faire. Okay. À Burkina, on ne parle pas d'élection, mais ça progresse. Okay. Oui. L'élection n'a jamais développé un pays. Les votes n'ont jamais développé un pays. C'est ce que nous, les Africains, on pense. On a mis quelque chose dans nos idées. À chaque 5 ans, à chaque 3 ans, on se focalise sur les préparations des élections. 2 ans perdus. Après les élections, 1 an, voire 1 an et demi, c'est pour la nomination. On ne fait rien. On ne fait que faire le recyclage. Oublions ça. De toute façon, moi je pense que déjà nous sommes en train certainement de vivre au fait une grande révolution au niveau de la démocratie ou du système que nous devons au fait disons adapté, c'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas une démocratie actuellement qui est en train de se jouer en Guinée. Ah ouais? Ça, c'est clair. Monsieur Doumbouya ne dira pas le contraire. Ça, c'est trop dit. Hein? Non, actuellement, pas du tout. Parce que, au fait, pour moi, la démocratie, il y a des piliers qu'on ne peut pas du tout toucher. Ouais. Mais là, actuellement, chez nous, c'est vrai que nous étions dans une situation exceptionnelle, un état exceptionnel à cause de la transition. Mais même ne serait-ce que ça, je pense qu'il y a quelques trucs qui devraient être quand même normalement en place pour que ça soit, au fait... une démocratie, une élection normale ou quelque chose comme ça. Ouais. Déjà, ça commence chez moi par la campagne. Ouais. Est-ce que vous avez remarqué que nous avions eu 9 candidats, mais moi je n'ai vu que 2 qui ont fait campagne et ceux-là aussi, bon, je ne sais pas par quelle magie, eux, ils ont pu parcourir toutes les préfectures de la Guinée parce qu'ils se disent qu'ils ont parcouru toutes les préfectures de la Guinée, mais... le candidat phare
n'a même pas bougé d'un pas. Et après, à la fin, c'est un concert. C'est même pas un concert. Et ça, je sais pas c'était quoi ça. Et puis, tout ce qui est surprenant dans tout ça, le monsieur Baldé, c'est monsieur Baldé, l'autre candidat, il a proposé un débat. Monsieur Yero. Personne n'a accepté. Voilà. Dans un débat, c'est montrer les projets de société. Personne n'a accepté. C'est pourquoi je dis, est-ce que c'est la une question, nouvelle question c'est de poser à monsieur Doumbouya, est-ce que ça vous étonne réellement de voir que cette élection du côté de la Guinée, et si je me permets bien sûr, l'élection qui a été le moins vue, là où le taux de participation était très bas, je pense qu'il était autour de 7%, je pense bien. Non, même pas. Ils vont pas dire ils vont dire moi je pense que aujourd'hui, je vais commencer d'abord par féliciter le vaillant peuple de Guinée d'avoir une fois encore répondu surtout à l'appel de la démocratie. Il y a eu une forte mobilisation et une forte participation à cette élection. Alors cette élection est la première élection dans l'histoire sociopolitique de la Guinée qui s'est déroulée sans incident. Bien sûr. Donc, c'est quelque chose de très positif à noter. Il faut rappeler aussi que le taux de participation, en dépit du taux de participation élevé, les Guinéens ont encore une fois fait preuve de maturité en politique. C'est une masterclass. Mais je pense qu'ils étaient obligés. Ils étaient obligés. Parce que si tu ne respectes pas ce qu'ils disent, non, tu allais respecter vous n'avez pas de autrement. preuves. Je pense que ça, c'est des allégations. Pas du tout. Je te donne un exemple. Monsieur Cissé, d'accord. Je te donne un exemple pratique. Ça a commencé dès au niveau de l'élimination des vrais candidats. Bien sûr. Ça, c'est le point de départ. Même là-bas, il y a un débat. Là, il y a un débat. Non, pourquoi j'ai dit ça? Il y a eu beaucoup de candidats potentiels. Du moment que la manière dont le triage est fait, ça montre la suite. Il y avait tout est programmé. C'est ce que je veux dire par ça. Oui, au niveau de là-bas, tout était programmé. Tu acceptes d'une manière paisible ou bien tu acceptes d'une manière... Mais là ça ressemble un peu à de la monogamie parce que voilà, mon temps de parole, on ne me laisse pas parler. Désolé. Voilà, je vous ai écouté. Désolé. Voilà. Mais là, je vous ai écouté. Mais c'est vers... Ok, donc, allez-y. D'accord, mais là, ça ressemble un peu à de la monogamie parce qu'on ne me laisse pas parler à mon temps de parole. Maintenant, j'étais en train de féliciter d'abord le peuple de Guinée pour sa bienveillance et pour cette maturité politique dont elle a fait preuve pendant cette élection. Il faut aussi rappeler que le gouvernement également a été très mature parce qu'ils ont déployé un dispositif sécuritaire incroyable afin que tout se passe vraiment dans une paix, dans la quiétude sociale et surtout que tout se déroule dans la paisibilité. Maintenant, aujourd'hui, le peuple de Guinée est allé voter ce 28 décembre dernier. Donc, le président Mamadi Doumbouya est sorti vainqueur de cette élection. Bientôt, il sera investi et enfin, le débat de légitimité et d'illégitimité sera maintenant clos. On ne va plus parler d'illégitimité ou parler de pouvoir d'exception. Maintenant, à partir de l'instant, c'est le développement qui est en marche. Je pense que tout bon Guinéen, aujourd'hui, de tout bord politique, devrait aujourd'hui se poser une seule question. Qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui en tant que coup de main pour porter main, par exemple, au président de la République ou au nouveau gouvernement qui sera mis en place pour développer la Guinée? Ça, c'est la première question que tout Guinéen devrait se poser. Parce qu'on a dépassé maintenant cette phase de discussion sur la normalité ou l'anormalité ou cette phase de légitimité ou d'illégitimité. Maintenant, pour ceux qui veulent remettre en cause le taux de participation, surtout des Guinéens à cette élection, il faut rappeler que le boycott n'a été seulement, ou le mot d'ordre du boycott n'a été suivi seulement qu'à l'étranger. Et ça, on peut le comprendre. Mais j'aimerais... Oui, ça, on peut le comprendre. Oh. Mais j'aimerais aussi éclaircir... Non. On ne peut pas accepter. Moi, personnellement, je ne peux pas accepter ça. Parce que, personnellement, les vidéos, les photos que j'ai vues, c'est énorme. J'aimerais ici éclaircir un peu la lanterne sur un passage, par exemple, de mon prédécesseur, qui avait parlé de l'écart, de la mise à l'écart de certains leaders politiques. J'aimerais rappeler qu'aucun citoyen guinéen, aucun citoyen guinéen légitime ou illégible à se présenter aux élections n'a été écarté. Voilà. Ces leaders politiques qui ont été écartés aujourd'hui ont un casier judiciaire chargé. Ils ont tous été appelés à aller... La question n'était même pas là-bas. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec lui. Ils ont tous été appelés à aller se justifier. Donc, du point de vue où ils ont refusé...
du point de vue où ils ont j'ai parlé refusé, de façon globale. Je pense que même pas que. Je n'ai pas donné le nom d'un candidat. Il y a ces partis politiques. On s'est attaqué directement aux partis politiques pour ne pas pousser les partis politiques à ramener une autre personne. Oui, mais du point de vue... Il y a là le problème. Exactement. Sinon, ce n'est pas forcément un leader qui peut présenter. Je m'excuse une seconde. Ce n'est pas simplement un leader. Supposons un parti politique est là. Le leader a un problème, mais il peut être remplacé. Mais si tout le parti politique a été suspendu et mis à l'écart, comment ça fait? Là, c'est pas la faute au régime. Hein. Là, c'est le parti politique qui doit voir à ce qu'il soit dans les normes. Le régime n'a rien à voir. Le parti politique doit effectuer tout ce qui doit être. Non, qui applique les lois? Je vais un peu revenir. Vous avez vu, l'action du MATD. Vous avez vu quand ils ont fait le nettoyage là. Vous pensez que ce nettoyage était réellement catastrophique? Moi, je pense même, pour revenir un peu sur ce que M. Gabi avait dit, disant que pour lui, normalement, les élections ne devraient même pas être organisées. Moi, c'est OK. Ça, je peux accorder ça sous quelques conditions. C'est-à-dire, la Guinée avait besoin d'un nettoyage politique, c'est-à-dire complet. Okay. Moi, de mon côté, j'avais pensé que, au fait, ils allaient complètement effacer d'abord la politique. Tous les anciens, là, déjà, moi, je suis d'avis que les anciens politiciens de la Guinée qui n'ont pas encore pu nous donner l'explication de ce qu'ils ont fait depuis le passé, on n'a plus confiance en eux. Moi, personnellement, j'ai plus confiance en eux. Et je ne veux plus voir leur tête, c'est-à-dire sur la scène politique. Donc, ils devraient être normalement... quelle que soit la manière, que ce soit de la bonne manière, vu que voilà, le régime là, il s'est décidé. Oui, le régime là est venu de la manière dont il s'est décidé. Maintenant, quelle que soit la manière, ils avaient l'occasion, cette fois-ci, de faire un nettoyage, et peut-être de recommencer à zéro. Là, je pouvais être d'accord. Là, je pouvais être d'accord en disant que ouais, on n'avait pas maintenant besoin d'élections. Mais si, par exemple, on a laissé que quelques partis puissent encore se mettre dans les ordres, en ordre, c'est-à-dire faire les trucs qui se doivent demander par le MATD, s'ils n'ont pas pu le faire, ce n'est pas le régime le problème. Parce que le MATD, c'est pas, c'est une institution qui doit régulariser les partis. Donc, si le MATD a demandé quelque chose qu'ils doivent mettre en ordre, donc ils doivent le mettre. Donc, je pense qu'aucun parti n'est au-dessus de l'autre. C'est vrai qu'il y a certains partis qui disent, OK, ils sont des grands partis ou père principal de la Guinée, oui, mais ce n'est pas, ce n'est pas une raison pour que d'autres soient mis, au-dessus des autres. Oui, donc, pour moi, déjà, la scène politique guinéenne, elle n'était pas bonne, elle devait être nettoyée. Donc, maintenant, c'est nettoyé? Non, pas du tout. Non, seulement que voilà, c'est décevant. Non, c'est décevant quand même. Ceux qui ont fait ça, vraiment, ils l'ont pas bien fait. Ils l'ont fait juste à leur avantage pour ceux qui veulent faire et ils ont fait ça. Donc, c'est ce qui est dommage, au fait. Si vous me permettez. Mais maintenant, vous permettez, monsieur Doumbouya, l'homme qui n'a pas assez de paroles ici ce soir. Voilà. Maintenant, je voudrais également emboîter surtout les pas de monsieur Condé, mais tout en faisant ici une mise au point. Voilà, alors ma mise au point va s'accentuer surtout au niveau de ce nettoyage politique dont il a parlé. Vous savez, on ne peut pas quand même admettre que dans un pays avec 16 millions d'habitants, qu'on ait plus de 280 partis politiques. C'est anormal. C'est inadmissible et moi, je ne cautionne pas cela. Donc, c'est encore une fois un acte salutaire, qualifiable d'ailleurs de masterclass de la part des autorités qui ont quand même également procéder d'abord à la suppression de tout parti politique n'ayant pas de siège. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi. On a eu plus de 280 et quelques partis politiques où on demandait même à des présidents de partis politiques de nous montrer les sièges des partis politiques. Ils n'ont même pas de siège en Guinée. Et maintenant, quand on parle de nettoyage politique, alors certains voient ça sous un autre angle. Maintenant, concernant les grosses pointures de la classe politique guinéenne qui ont été écartées, ils avaient un casier judiciaire chargé. On les a appelés de venir se justifier. Ils ont tous ignoré, ils ont refusé, ils ont quitté le pays. C'est parce qu'ils n'ont pas pu venir défier la justice. Et vous ne pouvez pas prétendre accéder à la magistrature suprême sans avoir un casier judiciaire clair. Voilà, conformément à ce que la Constitution dit. Donc maintenant, en dépit de cela,
si vous, je vais en venir entre les partis politiques et les personnalités politiques. C'est là où se trouve la mauvaise foi surtout de ces grosses pointures de la classe politique guinéenne. On a vu le cas, on a vu la masterclass qui s'est réalisée au Sénégal. Diomaye Faye et Sonko. Quand Sonko, quand il a été chargé, il avait un casier judiciaire chargé, il savait que s'il persistait, s'il insistait et persistait, il serait écarté, son parti serait peut-être, pourquoi pas, susceptible d'être supprimé. Alors, M. Sonko a décidé alors de laisser la main à Diomaye Faye, qui était son aide de camp, qui était son homme de confiance. Donc finalement, aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Pourquoi les autres partis en Guinée ne l'ont pas fait? Parce qu'ils sont animés par une mauvaise foi. Ils ne veulent pas voir... Le parti n'a pas été suspendu. J'ai besoin d'une Je peux avoir une seconde. Monsieur Veul, le problème, c'est que tu as dit, votre analyse, je peux comprendre, mais ce que vous devez comprendre, la suspension concerne le parti, pas une personne. Du moment que le parti politique est suspendu, qui peut se présenter au nom de ce parti politique? Non, il faut faire la part des choses. Le côté Sénégal, c'est le côté Sénégal, s'il vous plaît, monsieur Condé. Côté Sénégal, le monsieur, c'est lui qui a été en prison. Son parti fonctionnait. Ça a été autorisé de se représenter. Par contre, côté guinéen, c'est les partis qui ont été suspendus. Sauf si je me trompe. Si le parti est suspendu, le président a un problème. Peut-être, si le parti n'est pas suspendu, le monsieur a sauté, le président a sauté, il peut représenter quelqu'un d'autre. Là, mais de façon générale, monsieur Veul, je suis d'accord avec vous sur un point. Chez nous, même dans les partis politiques, on veut la démocratie, non? Merci. Mais même les partis politiques, certains là plus de 20 ans, 30 ans, ils ne veulent pas céder sa place. Merci. Ça, c'est valable pour tous les partis politiques. Okay. Quelqu'un n'a pas cédé sa place pendant simplement à la tête d'un parti politique. Et s'il lui devient président? Déjà, normalement, ça, c'est pour tous les partis politiques. Il faut rappeler quelque chose. Quand j'ai dit que les partis n'ont pas été suspendus, il y a les coalitions politiques qui existent. Les partis politiques, aujourd'hui, n'ont pas été intelligents. C'est pourquoi j'ai parlé de mauvaise foi. Ces leaders politiques, rien qu'à l'étranger, pouvaient aller en coalition avec d'autres partis politiques autorisés à aller aux élections et puis frapper. Non, et frapper. C'est vrai. L'égoïsme d'un Guinéen ne le permet pas. Si vous me permettez, permettez-moi de finir. Les partis politiques, ces présidents de partis politiques, en tant que grosse pointure, ils pouvaient passer par ce système-là, c'est-à-dire faire une masterclass et donner une leçon politique au CNRD ou à la JMD. Mais ils ont décidé passer par la force, ils ont dit que non, nous sommes les grosses pointures, nous n'allons pas en coalition avec n'importe quel parti. Et c'est cette mauvaise foi aujourd'hui qui est en train de leur faire payer le prix de la solitude et le prix de l'exil. Voilà, exactement, c'est ça. Je suis désolé pour eux, malheureusement. Oui, au fait. Voilà. Ouais, c'est un peu compliqué. Moi, au fait, le problème je ne sais pas si vous parlez exactement de l'UFDG. Je pense qu'il y a un peu d'amalgame là-bas parce que le parti, comme M. Gabi a dit, est différent du candidat, du président le parti est complètement... Donc, si maintenant on dit que le parti a un problème, donc c'était au parti de régler son problème. Le candidat, pour son problème à part, je ne sais pas pour quelle raison M. Well, il dit que les grandes figures qui ont un casier judiciaire plein. Non, mais cela n'a rien à voir avec les partis pour moi. Exactement. Les partis, pour eux, c'est à part. Mais les présidents des partis, ça aussi, c'est quelque chose d'autre. Si ils ont quelque chose à répondre devant la justice, ça, c'est leur problème. Mais le parti pouvait prendre, je pense qu'il y a 1001 solutions pour un parti, pour prendre des dispositions par rapport à des initiatives pareilles, comme les demandes du MATD. Oui. Et je pense que c'était sur... le compte du parti et le congrès qui devait se tenir et surtout l'acceptation de M. Gawal en tant que membre, comme la justice avait déjà tranché, mais le parti n'a pas accepté. Donc, il y a des trucs que je ne sais pas à l'interne quelles sont les raisons qui les poussent à se comporter ainsi. Mais pour moi, je pense que normalement, un parti devrait être armé vraiment de toutes sortes d'armes pour réagir par rapport à quelques situations que ce soit. Si j'ai un point à ajouter. Oui, ok, vas-y. Moi, on m'a parlé des partis politiques, parlons aujourd'hui du pouvoir aussi. Okay. Vous savez, on a passé au niveau de la Constitution et on est venu au niveau des élections. À mon avis, aujourd'hui, on se tend peut-être vers un pouvoir centré en une seule personne. Oui, surtout.
quand on regarde la Constitution, je ne sais pas ceux qui ont eu le temps de lire ces textes. Je n'ai pas eu le temps de lire tout, hein, mais la Guinée n'a pas besoin d'un Sénat. Okay. On a des soucis, mon frère. On a besoin plus de fonctionnaires pour les payer de plus. On a l'Assemblée. Hein? Ça, le Sénat, l'Assemblée, les ministres. C'est trop. C'est trop. Pour la République de Guinée, c'est trop. Ouais. Ça, c'était mon inquiétude depuis que j'ai vu le texte là. Mais vous savez, pour nous, généralement, qu'est-ce qui se passe? Au moment où on veut mettre quelque chose en place, on est content. L'argent tombe, on vote. Donc, c'est et la suite, le point que je c'est après maintenant, quand les choses vont être mises en place, les gens vont voir la réalité. C'est le docteur après la mort. Donc, moi, au fait, c'est des trucs que je ne sais pas, peut-être que l'émission n'avait pas commencé en ce moment, mais dans les entretiens que je tenais chaque fois, c'est des trucs que je rappelais. On a eu une constitution, d'abord un projet de constitution qui était complètement différent de celle que nous avons votée maintenant. Et le projet de constitution, les revendications, ça aussi, voilà. Donc, on ne comprend rien. Et le moment où on devait s'exprimer là-dessus, c'était trop tard. Non, c'est pas que c'est trop tard, mais en ce moment, les Guinéens étaient plutôt concentrés à parler sur Cellou Dalein, à parler sur Mamadi, sur Alpha Condé et ainsi de suite. Et l'essentiel, on l'oublie. Maintenant, c'est après, quand c'est trop tard, qu'on veut revenir. Il y avait l'autre là qu'on avait touché, là, on n'était pas d'accord. Mais c'est trop tard. La démocratie ne peut pas marcher comme ça. Si on l'a maintenant, qu'elle soit bonne ou mauvaise, moi je pense qu'on doit l'accepter et essayer de partir avec ce que nous avons, s'il y a possibilité, parce que je pense que dans la Constitution, il y a possibilité de faire des révisions. On peut faire des pétitions en tant que population. Mais M. Condé, nous savons généralement les révisions des constitutions dans nos pays, c'est seulement ce qui arrange le côté, le président et son parti. Il faut que nous nous contentons de ça maintenant. Au fait, je me dis toujours, le problème est que nous, les Guinéens, c'est comme si on se plaît de se laisser faire berner et après se mettre à dire mais c'est ça. En fait, moi, je ne veux plus chaque fois pleurer sur ce qui s'est passé. Non, essayons de voir le devant. Parce que maintenant, on ne peut plus changer. Oui, et c'est ce qui va devenir plus pur. Les trois pouvoirs qui vont constituer une vraie démocratie dans un État va être dans les mains presque d'une seule personne ou bien d'un groupe de personnes. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et si les trois là ne sont pas vraiment scindés dans un État, on ne parlera pas de démocratie. Et le président il va nommer même 30% de ceux qui sont du Sénat là. Donc là, c'est fini. Maintenant, on est acquitté. Maintenant, pour éclaircir un peu la lanterne sur deux inquiétudes posées par les deux prédécesseurs. Premièrement, je vais aller sur ce que vient sur l'intervention de M. Condé quand il a parlé, par exemple, sur l'anomalie au niveau de la nouvelle constitution, où il a parlé de l'avant-projet de la constitution et la constitution qu'on a vue. Maintenant, la différence, il faut d'abord rappeler que le CNRD, à l'époque, était la transition la plus politique de toutes les transitions de la sous-région ouest africaine. Et ça, je le dis. Parce que le CNRD est encore la seule transition qui a pu faire participer tout le peuple de Guinée à l'élaboration de la Constitution pour la première fois en Guinée. Je vais vous dire cela, comment ils ont réussi. Le CNRD a mis en place une plateforme appelée le www.debatcitoyen.gn. Appelant, ça c'était au niveau de l'élaboration de l'avant-projet. Appelant tous les Guinéens. Mais je pense que vous changez le débat. Vous êtes en train de changer le débat. C'est dans un État où on n'a pas la connexion. Dans un État où le taux d'alphabétisation... Vous changez le débat. Vous changez le débat. Vous calmez tout le monde. On redescend. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission face à l'actu sur les Guinéens de l'étranger. Bien sûr, le studio c'est très chaud. C'est très chaud ici ce soir avec nos compatriotes. Le débat, il est là, il est clair. Vous pouvez aussi participer à ce débat en nous envoyant vos impressions sous commentaire. Il y a monsieur Mamadou Ba qui nous dit le casier de Doumbouya avec le coup d'État est-il vierge? Ça c'est autre question. Ça c'est autre chose. Non, je pense que tu pourrais pas répondre à ça. Ok. Oui. Qu'ils me disent ici dans les commentaires où le président Mamadi Doumbouya a été inculpé ou ils l'ont vu au sein d'une juridiction en Guinée. Il n'a jamais été condamné, il n'y a jamais eu de plainte contre lui avant qu'il ne se présente aux élections.
Maintenant, certes, aujourd'hui, il y a des plaintes qui jaillissent de partout. Il y a des plaintes portées au sein, à l'étranger contre lui. Ça, je peux comprendre cela parce que c'est lui qui est au pouvoir. Mais bien avant, le coup d'État n'existe pas. Ouais, bien sûr. Le coup d'État est un crime. Le coup d'État est un crime. Déjà, le casier, si c'est ça, quand même, c'est... Le coup d'État n'existe pas dans la Constitution, mais la transition est autorisée par la Constitution. Donc, voilà. L'homme qui a toujours des mots... Ouais, c'est quand le président meurt. Le président de l'Assemblée peut assumer la... Ou quand le président meurt. Ouais, bien sûr. Je profite de l'occasion pour vous dire qu'il n'y a pas eu de coup d'État en Guinée le 5 septembre 2021. Il y a eu une révolution. Ça, c'est... Le coup d'État ne veut pas dire qu'il faut tuer le président. Ça, c'est... Il y a eu une révolution menée par l'armée républicaine. Il y avait-il un président soutenu par le peuple. Ok, les gars, ça c'est un autre débat. Et je m'en vais, on va continuer notre débat sur les élections présidentielles du côté de la Guinée. Quel sort réservé maintenant pour le RPG et l'UFDG, surtout les deux grands partis politiques guinéens, vous en tant que doyen dans cette émission? Au fait, c'est très clair. Je pense que ces deux partis, les grands partis, ils doivent essayer vraiment de voir la Guinée maintenant. Et essayer d'oublier leur intérêt personnel. Mais est-ce qu'ils vont accepter Non, il faut qu'ils acceptent. S'ils aiment la Guinée, il faut qu'ils acceptent. Okay. Le RPG et l'UFDG, sincèrement, disons-nous la vérité, il s'agit de Alpha Condé et de Cellou Dalein, c'est tout. Ouais. Ils n'ont qu'à laisser la place aux jeunes. Ouais. Moi, je veux qu'il y ait l'alternance. S'ils aiment la Guinée, ils n'ont qu'à dès maintenant engager l'alternance. Il y a assez de jeunes Guinéens qui sont super intelligents, qui peuvent faire l'affaire plus que ces messieurs. Ouais. Ils ont fait ce qu'ils peuvent pour notre pays. Nous avons vu ce qu'ils ont pu faire. Mais sincèrement, nous ne sommes pas complètement satisfaits de ce qu'ils ont donné comme résultat. Okay. Mais maintenant, pour ne pas compliquer les trucs, et parce que moi je dis que la Guinée, nous savons déjà, question de, comment dirais-je, justice ou quoi que ce soit, c'est compliqué pour les preuves avec tout ce qui s'est passé. Nous avons vécu dans un pays où nous n'étions pas habitués à recueillir les faits, les archives. Nos archives se brûlaient chaque combien d'années là-bas. Donc, au fait, tout ça, c'est du passé maintenant. Il faut oublier. Mais maintenant, ceux qui étaient là, si vraiment ils disent qu'ils se battent pour la Guinée, moi, j'aimerais qu'ils votent maintenant pour l'alternance, la nouvelle génération. Il y a une génération, au fait, il y a une génération même qui a omis l'avancement de la situation de la Guinée. Parce que après le temps de Conté, c'est-à-dire c'est encore la génération du temps de Conté qui est montée avec M. Alpha Condé. Ouais. Voilà, c'est avec lui que nous avons commencé à avoir des jeunes chez nous. Ouais. Mais maintenant, il faut qu'ils acceptent maintenant de donner la place aux jeunes. Ok, monsieur Doumbouya, selon vous, qu'est-ce que les deux grands partis politiques peuvent s'attendre maintenant là? Moi, aujourd'hui, je pense que ce sont deux grands partis politiques qui ont marqué surtout l'histoire sociopolitique de la Guinée au bout d'un moment. Donc aujourd'hui, je pense que ces deux grands partis peuvent toujours espérer encore. Le RPG peut espérer revenir au pouvoir à travers un autre candidat. L'UFDG peut espérer accéder au pouvoir à travers un autre candidat. Sans Cellou. En ce qui concerne M. Cellou Dalein Diallo, avec tout le respect que je lui dois, je pense qu'aujourd'hui, il doit d'abord clarifier son casier judiciaire. Il doit passer devant la justice, se justifier, montrant au peuple de Guinée que les faits qui lui sont reprochés sont nuls et non avenus. Et M. Alpha Condé, aujourd'hui, pour lui, c'est déjà fini. Donc, puisqu'il a été président de la République de Guinée, il a exercé 2 mandats. Donc, il ne peut exercer autant. Et l'âge, d'ailleurs, et les conditions physiques ne peuvent maintenant lui permettre de revenir au pouvoir. Donc, je pense que ce sont encore 2 partis politiques qui peuvent espérer toujours accéder au pouvoir en Guinée. Ok. Et de votre côté, monsieur Djabi, le Guinéen modèle. Moi, premièrement, on sait sûrement que peut-être vous allez être un peu modéré et nous dire que de leur donner encore une seconde chance. Non, jamais. Monsieur Alpha Condé a fait 2 mandats. C'est lui qui a gâté tout. Il a décidé de faire un 3e mandat. S'il n'avait pas fait ça, on n'en parlera pas d'un coup d'État. Peut-être Doumbouya, on ne va jamais connaître Doumbouya. C'est la faute à qui? Du RPG et les hauts cadres de ce parti. Ça, c'est la réalité.
En 2010, nous avons assisté à une élection libre et transparente. En 2015, élection. 2020, M. Condé pouvait juste être l'homme qu'il a prétendu être depuis des années, mais il a décidé autrement. C'est pourquoi on parle de coup d'État, on revient derrière. Donc, RPG, le problème c'est quoi? Le problème des partis politiques en Guinée, quiconque est à la tête d'un parti politique, il pense que peut-être c'est sa propriété. Tant qu'il vit, il doit rester. Sinon, l'alternance est là, comme M. Condé l'a évoqué. En 2020, il suffit que M. Alpha Condé proposait un autre gars du parti politique et il laisse les élections. Même s'il le soutient en coulisses, mais en tout cas, c'est l'alternance qu'on parle. C'est ce qui a fait que RPG est mort, mon frère. Ça, c'est la réalité. Venons au niveau de l'IFDG. L'IFDG, le problème de là-bas, c'est toujours comme les autres, en voulant toujours une seule personne. L'alternance est là. Il y a des cadres, il y a des vrais intellectuels dans ce parti politique. Pourquoi si monsieur a trop de soucis derrière, que ce soit vrai ou faux, ça c'est la justice qui peut dire ça. Ou bien quand il revient. Maintenant, pourquoi ne pas libérer? Nous avons vu un cas pareil d'un pays frontalier. Le monsieur a eu des soucis, il a bougé, il a poussé quelqu'un d'autre. Il est Premier ministre. Il est plus respecté que le président même. Donc, IFDG aussi pouvait le faire. Mais il pouvait avoir peur, hein, parce que chez nous, les gens ne sont pas trop loyaux. Non, ce n'est pas une question de loyauté. C'est le parti, il est venu au pouvoir au nom du parti. On sait, ils peuvent changer à la longue. Mais quel que soit PDX, si le parti prend le pouvoir, en tout cas, même si le monsieur... En tout cas, c'est-à-dire c'est un avantage, quel que soit PDX. Donc, IFDG pouvait faire ça. Ce qui est pur, M. Condé parlait de l'alternance, c'est normal. Mais le gars leader là, Alouba, il est où? Il est en prison. Non, laissez-moi finir. Moi, je n'ai pas discuté. Alouba, il est où? C'est un autre débat. Hein. C'était un gars engagé. C'est de l'alternance. Il est où? Je pense qu'il n'a rien fait de mal, à mon avis. Hein. Ça, c'est mon point de vue. Ça c'est un autre débat. C'est mon point de vue. Donc, si on parle de l'alternance, c'est les jeunes qui sont là, qui pouvaient, avec un nouveau parti politique, pas de vieux, ni rien, mais aujourd'hui, il est là-bas. En tout cas, pour des raisons politiques, à mon point de vue. Pour des raisons politiques. Il a fait quelque chose de mal, peut-être c'est la justice qui a décidé ainsi. Mais pour des raisons politiques. Donc, là, je pense bien que... je pense bien que... Vrai, attends, monsieur Condé, je pense bien que je te rejoins depuis le début. Tu disais que... ils ont commencé à barrer la route des gens depuis très fort longtemps. C'est ce que je disais. Alouba faisait partie de... Merci. Oui, exactement. Un gars... Alouba a été arrêté pour offense au chef de l'État. Merci. Offense au chef de l'État. C'est quoi veut dire offense au chef de l'État? Parce que moi, je ne comprends pas bien français. Mais offense au chef de l'État, dire ce que tu penses. On est dans un pays, on dit démocratique. Liberté d'opinion. Est-ce qu'il a insulté directement l'homme? Il a dit son point de vue. Il y a des gens qui font plus pur que ça en Guinée. On les a arrêtés. Il y a des limites. On les a arrêtés. On ne les a pas arrêtés. Il y a des limites. Il y a des limites. Comment il a offensé monsieur le président? Il parle de corruption. C'est normal ou c'est anormal? Parlons par exemple de ceux qui ont fait plus pire qu'Alouba. Non, parlons de ceux qui ont fait plus pire qu'Alouba, si vous me permettez. On parle de Alouba. Moi, jusqu'à présent, je me demande ce qu'Alouba a fait. Merci, monsieur Condé. Je me demande toujours ce qu'Alouba a fait. Déjà, je vais vous informer. Je pense que ce qui est arrivé à Alouba, peut-être que c'est un malheur à voir ainsi, mais politiquement, c'est une force qu'on lui a donnée. Il a une grande force. Espérons qu'il va sortir vivant. Et je vous assure et là, c'est autre chose. Je peux prévoir que c'est l'une des figures politiques les plus emblématiques dans le futur. Exactement. Parce que là, voilà, c'était clair ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là-bas pour l'instant. Notre troisième thème nous attend. Bien sûr, ça nous parle de la CAN. J'espère bien qu'on a tous suivi la CAN qui est réellement en force vive du côté du Maroc. Et nous sommes aux phases éliminatoires maintenant. Là, il y a des équipes qui sont venues en favori. Et bien sûr, ils sont encore restés. Il y a d'autres équipes qui sont restées. Et sûrement, ça commence aujourd'hui du côté du Maroc. Les premiers matchs ont commencé. Je ne sais même plus quels sont les résultats. 3-1 pour Sénégal. 3-1 pour Sénégal. Donc, les favoris sont restés toujours favoris. Monsieur Condé, selon vous, quelles sont pour le moment les surprises de cette année? Sincèrement, cette année, vu que, vous savez, nous n'avons pas participé, je n'ai pas encore beaucoup suivi
l'évolution des matchs. Mais bon, pour l'instant, je pense que comme jusque-là, le Sénégal il tient le coup. Je pense qu'ils ont déjà prouvé une fois. Et nous savons bien que ils sont vraiment à la hauteur pour faire quelque chose. Pourquoi pas. Et voilà, pour le moment, je les souhaite vraiment bonne chance. Et voilà, je reste un peu ok. à l'écoute. Et de votre côté, monsieur Diaby? Bon, ce que moi j'ai pu dire, les surprises, l'une des surprises qui est sortie aujourd'hui, Soudan. Ouais, c'est une équipe surprise, mais franchement. En tout cas, avec l'allure des choses, au fur et à mesure, les favoris montrent leur vrai visage. Et moi, je souhaite qu'une équipe de l'Afrique de l'Ouest domine et surtout. Bon. Moi, je souhaite réellement qu'une équipe de l'AES. Oui, l'AES. Exactement. Moi aussi, je soutiens, mais au niveau de l'AES, il y a un problème. Parce que, oui, Burkina est là, Mali est là, mais ils n'ont pas d'attaquant. Okay. C'est ça, c'est le défaut des deux équipes. Sinon, moi aussi, je veux pour l'Afrique de l'Ouest, surtout AES. Surtout AES. Mais bon, les deux équipes de l'AES qui sont là, ils n'ont pas d'attaquant. Et je ne crois pas s'ils peuvent évoluer comme ça jusqu'en finale et avoir. Devant Côte d'Ivoire que j'ai vu la dernière fois. Et Sénégal que je vois, plus Cameroun et l'Algérie. C'est des équipes, toutes ces trois équipes. Je soutiens Côte d'Ivoire, parce que là, c'est Afrique de l'Ouest. Je préférais AES, mais mes équipes que je soutiens n'ont pas d'attaquant. Donc, je vais tourner en fin de compte vers Côte d'Ivoire pour que ça revienne à côté de notre pays, parce que nous, on ne participe pas. Ok, monsieur Doumbouya. D'accord. Déjà, la Coupe d'Afrique est la compétition phare, surtout du continent africain, sur le plan footballistique. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est une compétition qui, ici, un peu un moment où, ici, une occasion surtout pour les pays africains de se regrouper et de fêter, vivre le football ensemble. Donc sur ce mois déjà, mon équipe de cœur, ça a toujours été le Sénégal après la Guinée. Donc les Lions indomptables du Sénégal sont encore une fois favoris. Ils l'ont d'ailleurs démontré depuis le début de cette compétition par la vivacité, l'efficacité, le style de jeu et même la lecture de jeu qu'ils ont sorti. Parce que moi j'avais cru que le Sénégal sous l'ère Aliou Cissé serait un peu différent de l'heure de M. Thiaw. Mais aujourd'hui, Malick Thiaw également a montré encore une fois qu'il peut également aller loin avec cette équipe du Sénégal. Et même au mondial, peut-être que le Sénégal peut créer la surprise. Et maintenant, la Côte d'Ivoire a sorti également un jeu exceptionnel, voilà, avec une vivacité incroyable. Et voyant aussi des pays, par exemple, qui ont créé la surprise, comme le Soudan, qui l'a fait. Le Soudan que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais quand même imaginé voir ici en huitième de finale. Il faut rappeler que le Soudan est parti avec une équipe composée à 80% de joueurs locaux qui jouent dans le championnat soudanais. Et je pense que c'est aujourd'hui, encore une fois, un message que le Soudan est en train de lancer, un message surtout très très positif, montrant que surtout sur l'évolution du championnat soudanais, parce que la Zambie l'avait fait en 2012, et c'est ce que moi j'aime souvent voir. Ça, c'est des révélations à voir parce que ça va nous pousser à nous intéresser encore une fois au football local africain. Mais le football local africain qui va mourir bientôt, vu que la CAF vient d'éliminer le CHAN. Le CHAN, on ne jouera plus le CHAN. Donc, c'est ce qui pourrait nous permettre de voir beaucoup plus de joueurs africains. Je pense que le football local n'est pas en voie de disparition. Ça, je vais également m'inscrire en faux parce que quand la CAF élimine le CHAN, ça va maintenant désormais donner surtout la chance aux joueurs locaux de participer à la grande compétition phare qui est la CAN. Désormais, les talents. Désormais, les talents. Oui, mais c'est vrai. Statistiquement, l'élimination de la CHAN, pour beaucoup d'experts, il y a plus de désavantages que d'avantages pour l'évolution du football africain. À l'avantage des foot, ici dans l'Union européenne, il crée plus de compétition. Quand il y a plus de compétition, il y a plus de talent, il y a plus de pratique. Par contre, au profit de l'Union européenne, on élimine les championnats, certaines choses en Afrique. Donc, mais le problème, c'est quoi? C'est pour nous Africains, on accepte tout. Non, pas qu'on accepte tout. Non, pas qu'on accepte tout. Je pense que c'est pas une décision qui nous a été infligée. Aujourd'hui, si la CAF a supprimé, la CHAN, c'est que la CAF a également aujourd'hui ses raisons pourquoi elle a supprimé. Mais les raisons là ne sont pas valables. Oui, exactement. Ils sont pas valables. Selon vous, les raisons ne sont pas valables. Mais bien sûr, ils ne sont pas du tout valables. Oui, mais il y a aussi également les conséquences financières qu'il faut voir. Il ne faut pas voir tout sous un angle politique. Mais il faudrait pas voir les conséquences financières. Il faut voir
voir l'évolution du football. Également du football. La CAF africain est là pour aider au football pour africain. soutenir l'Afrique. Exactement. Au nom de l'Afrique. C'est pour que le football africain évolue. Évolue, exactement. Donc, non, d'une part aussi, c'est une désolation quand même, également de voir que le CHAN soit supprimé. Mais espérons que qu'il y ait des réunions convoquées et que la CAF arrive aussi à se remettre en question pour pouvoir redonner un nouveau rebondissement ou une nouvelle ère au football africain. Maintenant, pour terminer, moi, mon pronostic est que le Sénégal va remporter cette CAN, également au Maroc, et je vois Sénégal-Maroc en finale, et victoire 1-0 pour le Sénégal avec un but de Jackson Martinez. Quand tu regardes à propos de pour 10 secondes là, quand tu regardes à propos de l'élimination de CHAN, on peut dire les institutions africaines sont là contre l'intérêt de l'Afrique. Mais bien sûr, ça a toujours été comme ça. CAF, c'est la même chose. L'Union africaine, c'est la même chose. Même les présidents africains sont là contre les intérêts attention. des Africains. Mais ça, c'est comme ça, moi, je vois. C'est comme ça, je vois. Pas que la CAF, pas que les présidents. Mon frère, je te rejoins sur un point. La CEDEAO est là. Non, tu es parti. CEDEAO est petit. Comparativement, l'Union africaine, l'AES. L'AES a été créée, ça fait combien de temps? 3 ans. 2 ou 3 ans. Ouais. Ils ont leur propre banque. Ils ont leur propre passeport. Aujourd'hui, le marché de l'AES s'ouvre. L'Union africaine, pendant plus de 60 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ça, c'est une question de volonté. Voilà, ça doit être un autre débat. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, avant de fermer portes et fenêtres de cette émission, Monsieur Well, j'ai voulu vous poser une question le long de cette émission. C'était de savoir le cas de Guéli Kababintou. C'est un peu... Je sais que tu ne peux pas t'affirmer directement sur là-dessus vu que tu es trop Azaya Boss, mais ce qui arrive à la dame, je pense que ça fait réellement pitié et on doit en parler, franchement. On doit en parler normalement. Je ne sais pas maintenant si la régie peut nous permettre ou nous donner ne serait-ce que 5 minutes afin qu'on puisse aussi également toucher du doigt cette c'est juste nous donner la vraie version des faits. Non, concernant la version des faits... Parce qu'il y a beaucoup de... Oui, j'ai entendu, donc on il y a veut trop de versions. Oui. C'est vrai que... depuis également l'annonce de cette nouvelle, donc ça fait couler beaucoup de salive, notamment sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook. Donc on a vu que il y a eu beaucoup d'interactions venant de part et d'autre et surtout venant du patronat surtout. Voilà, la fanbase de l'artiste en question, Guéli Kababintou. Mais il est aussi également probable de noter que c'est une triste nouvelle. Apparemment, donc l'artiste était déjà même bien avant l'annonce de l'artiste sur scène, donc elle était entourée également de hommes, elle était entourée des hommes en veste. Non, il faut y avait des hommes en veste. Il faut dire les choses comme il faut. Il faut faire beaucoup attention à ce qu'on va dire ici pour ne pas qu'on soit... Exactement, pour ne pas que mes dires me rattrapent demain. Donc voilà, je suis bienveillant. Donc apparemment, ça c'est des informations que j'ai reçues. Dans l'enceinte de l'hôtel Palm Kamayen, Guéli Kababintou était déjà entouré par plus de 4 ou 5 hommes en veste avec des lunettes noires. On ne sait pas, ils appartiennent à quelle unité et d'où ils viennent. Parce que des hommes en veste ne sont pas identifiés. S'ils étaient vêtus en tenue militaire, on pouvait également mieux identifier le corps auquel ils appartenaient. Mais malheureusement, tel n'était pas le cas. Donc, entre-temps, elle a été annoncée quand même. Elle était dans l'enceinte de l'hôtel en bas. Donc, elle a été annoncée. Normalement, elle devrait prester. Et puis, entre-temps, il y a un des hommes qui est venu siffler à l'oreille de l'artiste de les suivre. Donc, chose qui fut faite. L'artiste a suivi. Donc, elle n'a pas réagi. Donc, elle a obtempéré, donc ils sont partis et depuis là, elle est restée sans nouvelles. Donc c'est hier ou aujourd'hui dans la matinée, c'est aujourd'hui dans la matinée qu'on a vu sur la page officielle Facebook de l'artiste Guéli Kababintou un communicant certifiant qu'elle se porte bien et que au moment venu qu'elle allait prendre la parole. Donc pour le moment, nous restons également tous à l'attente au même pied d'égalité que vous. Donc ça veut dire que vous n'avez pas d'informations sûres et certaines. Voilà, on n'a pas d'informations sûres et certaines et même si on avait des informations sûres et certaines, on ne pouvait pas se permettre quand même de dire tout ici. Si on est écouté. Il n'y a pas de problème, chers compatriotes, amis téléspectateurs. Nous tendons maintenant vers la fin de cette émission de ce soir. Et M. Condé, votre dernier mot Oui, merci. Je ne vais pas être long. Comme nous sommes, c'est la première fois de l'année 2026
participer à cette émission. Je dirais d'abord bonne et heureuse année à tous les Guinéens et tout en espérant que l'année 2026 nous réserve vraiment plus de bonheur que l'année 2025 et moins de surprises, moins de surprises désagréables, il faut le dire ainsi. Voilà, et je pense que voilà, c'est tout. Merci. Monsieur Gabi. Bon, tout ce que moi j'ai à dire, je vous remercie, les Guinéens de l'étranger. Ce que vous faites là, franchement, c'est incroyable. Ouais. Et chacun a sa manière de laisser ses empreintes ici. Donc, ça, c'est pour nous, c'est fait par nous et pour nous. Donc, personne ne va venir parler à notre place. Personne ne va venir nous soutenir ici. Personne ne va venir nous aider. On doit serrer les coudes, on doit s'entraider et on doit s'informer et dans le plus grand respect. Discuter, parler. Je pense que vaut mieux de parler que d'insulter. Bien sûr. Dans la communauté, avec des gens, dès que tu commences à parler quelqu'un qui insulte, je pense qu'il y a un problème de mentalité, il y a un problème d'éducation. Sinon, il y a toujours des différences. Nous avons toujours des idées. Donc, en bref, je peux dire, je remercie à tout un chacun, mes meilleurs vœux pour l'année 2026. Chacun connaît ses problèmes, que Dieu résout les problèmes. Merci. Monsieur Doumbouya, à vous maintenant. Moi, je ne serai pas long. Je souhaite très bonne et heureuse année à toutes et tous, particulièrement à tous les Guinéens, et que cette année soit l'année de la réconciliation et l'année du développement sous la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Vive la Guinée, vive la paix. Ça n'allait jamais manquer, je savais déjà. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, c'est avec ces mots nous fermons porte et fenêtre de cette émission. D'ailleurs, je remercie mes invités, à l'occurrence M. Condé, M. Doumbouya et notre Guinéen modèle, bien sûr, qui a fait le déplacement ce soir. Merci à tous et on se reprend la semaine prochaine, bien sûr, le samedi prochain, dans les Guinéens de l'étranger. Ciao.